Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Désolée pour ces petits problèmes techniques. Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau cycle de conférences composé de deux webinaires, dont celui d'aujourd'hui, qui a pour titre «Quelles sont les clés pour préparer vos déplacements et renforcer la confiance de quelques voyageurs?» et le prochain qui aura lieu la semaine prochaine, mardi. Alors, avant de commencer, quelques règles sur ce webinaire que nous allons voir. Voilà, donc si vous rencontrez des soucis techniques comme moi, connectez-vous avec votre téléphone. Voilà, vous avez les identifiants. Vous pouvez également utiliser le chat pour nous poser toutes les questions. Un moment de questions-réponses est consacré à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Ludovic Lemoux, directeur gouvernance sûreté de L'Oréal. Donc Ludovic, vous avez rejoint le groupe L'Oréal en 1991. Vous avez travaillé au sein des opérations comme planificateur de la production en usine, comme directeur logistique international chez Lancôme, directeur supply chain de la division luxe. Et puis vous avez rejoint le département Global Corporate Security en 2012. Et là, vous avez créé la fonction de Travel Security Manager. Actuellement, vous êtes directeur gouvernance sûreté au sein du groupe et vous êtes chargé de la sûreté des déplacements professionnels. Bonjour Ludovic et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci Cécile. Je suis accompagnée du docteur Philippe Guibert, directeur médical régional, qu'on ne présente plus. Bonjour Philippe. Je suis donc Cécile Caplin, la responsable sûreté chez International SOS France. Donc aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est de commencer par une étude de cas avant de faire un point avec Philippe sur la situation de la pandémie et de voir l'impact que ça a sur les voyages. Nous vous partagerons enfin des bonnes pratiques sur les déplacements des voyageurs. Puis nous reprendrons une discussion avec Ludovic et Philippe avant de terminer sur la séance de questions-réponses de votre part, que vous pouvez donc partager dans le chat. Bonjour, je vous appelle car j'ai des voyageurs qui doivent partir dans 4 jours en déplacement professionnel à Francfort, puis à Düsseldorf. 2 d'entre eux sont des ressortissants français et un est de nationalité mexicaine. Ce dernier revient de congé, passé au Mexique. Cela pose-t-il problème? Bonjour madame, merci de votre appel. De quand date le retour de votre voyageur du Mexique? Donc, vous avez vu ce bref cas qui est une réalité que nous vivons chez International SOS de voyages compliqués, de plus en plus en fonction de votre nationalité, en fonction des pays visités précédemment, en raison de votre statut vaccinal. Ludovic, vous, est-ce que c'est quelque chose chez L'Oréal auquel vous êtes confronté, la complexité justement des voyages? Oui, alors on a dû faire face à cette complexité des différentes situations dès le début de la pandémie, avec depuis 18 mois, comme pour beaucoup d'entreprises en période de travel ban, une faible volumétrie, mais un focus particulier sur des cas spécifiques tels que ceux que vous mentionnez. On peut citer aussi le cas de l'Italie, à un moment donné, qui était compliqué avec des niveaux de risque très différenciés par région, qui demandaient de faire des points de situation assez précis. Alors nous, ce qu'on a choisi de faire pour essayer de suivre au mieux nos voyageurs et de les renseigner au mieux, c'est de travailler avec des prestataires et de les renvoyer sur des sites qui étaient mis à jour avec un certain nombre d'informations. Donc principalement Carson pour le groupe L'Oréal qui représente 60% de notre volumétrie. On les a renvoyés aussi sur TravelDoc, qui est un site qui est pas mal utilisé par les compagnies aériennes. Et puis on les a renvoyés aussi chez vous, chez International SOS, pour avoir un complément d'information le cas échéant. Merci. Bonjour, je suis Tatiana du Centre d'assistance de Paris. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis manager au sein de la société Orlami. Je vous appelle pour soumettre le cas de mon expatrié au Cambodge, revenu en France cet été.
Il s'interroge sur l'obtention de son pass sanitaire en France. Toute la famille a été testée positive à la Covid-19 au Cambodge, puis a obtenu un certificat médical de rétablissement une quinzaine de jours après, leur permettant de prendre un vol pour la France. Ils rencontrent des difficultés pour obtenir un pass sanitaire. Les documents cambodgiens ne rentrent pas dans le format européen. Ils ne peuvent pas être vaccinés avant début octobre. Comment faire pour obtenir le pass avant la vaccination planifiée en octobre? Est-ce que les tests antigéniques sont reconnus pour le pass sanitaire? Là encore, un exemple de complexité. Philippe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur nous, les difficultés auxquelles on est confrontés? Exactement, donc c'est comprendre l'utilisation du pass sanitaire et qui est éligible à ce pass sanitaire. Vous le savez, le pass peut être obtenu sur la preuve d'une justification d'une vaccination, la justification d'un test, soit PCR, soit antigénique, soit un certificat de rétablissement. Et dans ce cas de figure, pour cette famille expatriée de retour en France, eh bien, il est tout à fait possible d'obtenir le pass sanitaire sur la base de la présentation de ce certificat de rétablissement à la Covid-19, donc qui correspond au fait d'avoir un test soit PCR, soit antigénique qui sont négatifs, qui datent d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Donc une fenêtre qui justifie du fait que la personne ou les personnes ont été exposées à la maladie et ont des tests négatifs, c'est leur cas de figure. Sachant que n'importe quel test, en fin de compte, devient automatiquement un certificat de rétablissement dans cette fenêtre de plus de 11 jours, moins de 6 mois. Et donc, je pense que c'est applicable dans leur situation, le temps que ces personnes se fassent vacciner le plus rapidement possible. En effet, on a la possibilité d'accélérer la prise de rendez-vous pour que cette situation dure le moins longtemps possible et qu'elles aient leur passe sanitaire sur la base de la vaccination qui leur permettent, dans ce cas-là, de ne pas avoir une fenêtre limitée à 11 jours, 6 mois. Merci beaucoup, Philippe. Du coup, je te laisse la main pour nous donner un peu l'état de la pandémie. Alors écoutez, l'état de la pandémie, quelque chose de toujours très actif, même si la situation dans nos pays ou au niveau de l'Union européenne semble relativement maîtrisée. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une situation à multiples facettes, un monde à multiples vitesses, des pays dans lesquels les campagnes de vaccination semblent commencer à porter leurs fruits, en particulier à écrêter les vagues qui sont survenues à la fin de l'été, c'est le cas de la France, et donc avec un semblant de vie normale qui pourrait se profiler dans les mois qui viennent. Mais de manière paradoxale, on voit des attitudes de gouvernement qui sont parfois diamétralement opposées, avec certains États qui vont imposer le pass sanitaire, voire le pass pour la reprise du travail, donc la preuve d'une vaccination pour la reprise d'une activité professionnelle, et en particulier certains pays, les États-Unis en premier, alors que d'autres pays, pour l'exemple du Danemark, considèrent l'abandon de ces mesures, y compris du pass sanitaire. Donc, dans des situations parfois relativement proches, des attitudes, des décisions de gouvernement qui vont être diamétralement opposées. La réalité de ce monde aujourd'hui, c'est qu'en effet, la pandémie continue de manière très active. Le monde a franchi sa 3e vague, et certains pays ont franchi leur 4e vague, en règle générale. Mais il y a encore énormément de territoires dans lesquels le virus circule, et l'absence de vaccination, en particulier dans des territoires tels que le continent africain, pour le citer, témoigne du fait que le risque de circulation du virus et donc de l'apparition des variants est encore extrêmement élevé, même si encore on peut avoir l'impression dans notre bulle européenne ou nord-américaine que la situation est sous contrôle. Donc la vigilance s'impose, le maintien des mesures s'impose. On le verra également quelles en sont les conséquences vis-à-vis des voyageurs ou des expatriés en termes de maintien de ces mesures et de promotion de la vaccination. Merci beaucoup, Philippe. Donc, nous avons souhaité partager des éléments de notre activité pour vous montrer l'évolution à la fois des voyages et de sa répercussion, nous, sur la manière dont on accompagne nos clients. Donc, en effet, si on regarde le premier graphique, on voit une tendance de reprise des voyages depuis le premier trimestre 2021. On avait déjà eu, en effet, à l'automne dernier, une reprise, puis avec le début de cette 3e vague,
vague finalement un certain ralentissement et donc une reprise qui se confirme au deuxième trimestre et qui, on le verra à mon sens, se confirmera très certainement avec cette rentrée. Donc en effet, une augmentation de 11% des voyages internationaux, ça représente aussi pour nous une augmentation de 15% des cas d'assistance. Donc comme on le verra, les cas d'assistance, c'est beaucoup d'informations et de conseils, voilà, et 50% de notre activité relève du Covid-19. Là aussi, les sollicitations que nous recevons sont ce que l'on qualifie d'ordre sécuritaire, mais majoritairement, ce sont des restrictions de voyage qui sont catégorisées en sécuritaires, et puis quand même des cas toujours évidemment d'ordre médicaux. Comme je le disais, on peut le voir, 83% de notre activité, si je me trompe, sur la diapositive suivante, est liée, relève d'informations et de conseils principalement. Est-ce que tu peux, Philippe, nous dire ce que représentent ces 13 et 3% et 1% d'évacuation dans notre activité, s'il te plaît? Bien sûr, donc ce qu'on entend par outpatient, ce sont les consultations de médecins, que ce soit spécialistes ou non. Consultation en externe, inpatient représente les hospitalisations, le moment où une personne doit être établie chez un professionnel de santé pour quelques heures ou quelques jours. Et évidemment, le 1% d'évacuation correspond à la démarche de transport d'une personne vers un centre médical d'excellence, puis éventuellement son évacuation dans son pays d'origine. Ce qui est intéressant de noter, Cécile, c'est qu'en réalité, cette répartition de notre activité n'a pas fondamentalement changé lors de la pandémie. La prééminence de l'information et du conseil, qui, comme tu en as fait la référence, et devient extrêmement important vis-à-vis des informations nécessaires pour se déplacer, pour entrer ou sortir d'un pays ou pour se déplacer à l'intérieur d'un territoire donné, eh bien, reste toujours aussi importante. Et donc, c'est aussi un message à votre égard. Nous sommes à votre disposition. Les centres d'assistance internationale SOS sont à votre disposition pour ce complément d'information dont vous faisiez référence, Ludovic, pour avoir les derniers points sur la possibilité de circuler, de se déplacer, d'avoir accès à des facilités dans les pays de développement, y compris en termes d'accès aux soins, y compris les conséquences, je dirais, sécuritaires, et c'est plutôt ton domaine, Cécile, de la pandémie dans les pays visités. Tout à fait. En effet, la pandémie n'a pas éteint les feux et on a toujours beaucoup de crises. Ludovic, vous, chez L'Oréal, est-ce que cette tendance de reprise des déplacements est quelque chose que vous avez remarqué? Alors nous, on est dans un contexte où on a allégé les restrictions à partir du 1er août. Donc c'est quand même relativement récent et dans une période de congé. Donc on a senti, on va dire, un frémissement, c'est-à-dire que les réservations commencent à tomber. On est toujours dans un contexte quand même assez monitoré, où seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Là, on sent que depuis le mois de septembre, on commence à avoir des réservations un peu plus importantes. C'est pas vraiment l'emballement, c'est vraiment une reprise très lente. Par contre, nous, on a une spécificité dans notre business, c'est qu'on fait beaucoup de lancements de nouveaux produits, donc on fait des events, on fait des séminaires, évidemment en respectant les consignes sanitaires partout où ça se passe, mais ces events sont souvent l'occasion de déplacements internationaux, et ça, pour le coup, c'est en train de reprendre pas mal. On a une forte participation du groupe à Dubai Expo, donc on a pas mal de déplacements pour Dubaï, et puis on a notre événement en novembre, For Women in Science aussi, qui va avoir lieu. Et ça, ces événements qui n'avaient plus lieu ou qui avaient lieu en distanciel et qui reprennent maintenant en présentiel, vont générer un peu plus de déplacements internationaux que ces derniers mois, évidemment. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, les bonnes pratiques pour accompagner et préparer nos voyages, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Cécile. Alors, comme vous le voyez sur cette slide, nous avons repris cette roue bien classique des différentes étapes qui consistent évidemment à anticiper, préparer et éventuellement se tenir informé des modifications liées au déplacement, mais également assister lorsque les choses deviennent un peu plus compliquées. Ce qui nous semble important de noter ici,
c'est que ce que la crise de la Covid a amené, ou en tout cas nous a fait prendre conscience, c'est de l'importance de l'évaluation des risques ou des informations nécessaires préalables à un départ, ou en tout cas que ce soit un déplacement international ou que ce soit une expatriation. Parce qu'il y a toujours des départs en expatriation. Donc l'évaluation des risques, aujourd'hui, va au-delà de la simple évaluation du panorama sécuritaire et sanitaire, mais c'est également les réglementations en cours qui visent à réguler et juguler l'entrée du territoire vis-à-vis des personnes non nationales en matière de tests, en matière d'isolement, en termes de quarantaine, en matière de déclaration, et en particulier sur les conséquences que ceci peut avoir, ou en tout cas le fait de déclencher ou de développer une maladie lorsqu'on est dans un pays étranger, quelles peuvent en être les conséquences lorsqu'on n'est pas national. Donc cette évaluation des risques doit s'ajouter à l'évaluation des risques traditionnels préalables au départ, et donc avoir accès à des sources d'informations qui permettent de comprendre ces enjeux complémentaires des enjeux précédemment mentionnés est important. De même, la sensibilisation à ces risques auprès des personnes qui voyagent. C'est bien en tant que manager d'en prendre conscience, mais c'est également encore plus important pour la personne qui se déplace d'avoir accès à cette information avant son départ et de pouvoir, de manière régulière, être notifié sur ces modifications d'informations ou de points d'alerte qui feraient qu'un parcours ou un voyage pourrait être modifié compte tenu de ces modifications de ces règles. Donc évidemment, le fait d'être vacciné simplifie énormément ce processus, puisqu'en règle générale, la vaccination, aux règles édictées par les États prêts, en reconnaissance des vaccins sur leur propre territoire, fait que le voyage international est considérablement facilité. En tout cas, l'ouverture des frontières est considérablement facilitée par la majorité des pays, à la restriction près que certains ont encore fermé leurs frontières. Diapositive suivante, on a vu le point de vue des managers. D'un point de vue des collaborateurs qui se déplacent, évidemment, donc la préparation du voyage est très importante et vous le savez, avoir accès à cette information au préalable et en continu, que ce soit l'évaluation des risques liés à notre évaluation de l'impact de la pandémie sur un territoire donné, avec des conséquences sur la mobilité, tout simplement la mobilité domestique. Est-ce que les transports internes au pays, entre un État à un autre, une province à une autre, sont possibles et dans quelles conditions, d'avoir accès évidemment, de s'enregistrer à l'avance sur les plateformes telles que le tracker pour non seulement recevoir ces informations, mais être notifié en cas de modification des paramètres liés à ce voyage. La possibilité évidemment, comme on en faisait référence tout à l'heure, c'est 83% d'appeler les centres d'assistance, où qu'ils soient dans le monde, pour avoir la dernière information à point de vue santé ou sécurité de personnes qui sont sur le terrain et connaissent la réalité de l'évaluation d'une situation donnée dans un pays est très important. Évidemment, voilà, lire les différentes brochures, les différentes informations avant de partir, et puis voilà, connaître encore une fois les attitudes à avoir dans le pays donné pour limiter la transmission. Encore une fois, la vaccination n'exonère pas la personne vaccinée des gestes et des attitudes recommandées par l'État, en particulier le port du masque, en particulier encore dans certaines juridictions, la distance physique à respecter, ou les plateformes de tests et de tracing. Donc tout ceci doit faire partie du petit complément de formation à donner aux personnes qui partent, en s'assurant qu'elles ont bien accès en permanence à cette information lors de leur déplacement. Merci beaucoup Philippe pour ces éléments. Alors, comme on l'a vu, hein, la pandémie a fortement réduit et complexifié les déplacements et on s'en est limité pour beaucoup à des déplacements essentiels. Ludovic, à quel moment chez L'Oréal vous avez décidé un travel ban? Et j'imagine que lors du travel ban, vous avez continué à vous déplacer. Comment vous avez fait pour gérer tout ça? En fait, ça a été une décision qui a été prise de façon progressive tout au début de l'année 2020. On a commencé fin janvier à mettre en place un travel ban pour la Chine. En même temps, on a travaillé avec nos équipes locales pour mettre au point les instructions, ce qu'on a appelé les instructions Covid, c'est-à-dire comment travailler à distance, comment se rendre dans les locaux, quelles étaient les mesures sanitaires à mettre en place. Donc on a profité entre guillemets de ce premier moment de crise pour à la fois travailler un peu sur le fond, puisqu'on avait un peu pressenti que c'était
ça allait certainement devenir un peu compliqué aussi dans d'autres régions du monde, même si évidemment on n'avait pas mesuré l'ampleur de ce qui allait arriver. Donc fin janvier, travel ban Chine. Ensuite, on a monitoré la situation en Asie et fin de première semaine de février, on a mis en place un travel ban sur toute l'Asie. Ensuite, on a monitoré beaucoup les déplacements avec l'Italie. Vous vous souvenez qu'il y avait la pandémie là-bas qui était très forte. Donc, on a fait un suivi, un tracking de nos voyageurs très précis, un travel ban dans la foulée. Et puis, au mois de mars, travel ban mondial qui a été très strict. Et à ce moment-là, on a décidé d'organiser les déplacements avec un système de dérogation, avec 2 grandes familles de voyageurs, pour faire simple. Les business travelers qui n'avaient autorisation de se déplacer qu'avec l'accord d'un membre du COMEX, et uniquement pour tout ce qui était évidemment business essentials. Et puis, toute la population des expatriés, qui là, pareil, pouvait se déplacer uniquement dans le cadre des annual home leave, donc des retours pour les congés personnels dans leur pays d'origine. Et là aussi, avec un système de validation de la part de la DRH, en général la DRH de la zone. Et voilà, on a organisé en fait les quelques déplacements qui ont lieu à partir du mois de mars, en fonction de ces 2 catégories de population et avec 2 systèmes de validation complémentaires, mais quand même différents. Du coup, vous avez commencé à répondre. En effet, vous avez parlé de 2 catégories, celle des business travelers, celle du coup, et là, la catégorie des expatriés. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier, de différent pour les expatriés? Alors en fait, pour les expatriés, le point qui est quand même assez important, c'est que toute la partie médicale, hein, c'est-à-dire la partie vaccination, etc., a été prise en charge directement par notre médecin corporate et tout son réseau de médecins. Donc c'est vrai que nous, d'un point de vue sûreté, on s'est vraiment focalisé sur tout ce qui était tracking des voyages, validation des voyages, dérogation pour les expatriés. On a une population d'environ un peu plus de 1000 expatriés, ce qui, avec les ayants droit, donc la famille, représente environ 3500 personnes. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un système de validation des déplacements qui était, dans un premier temps, validé par la DRH de la zone ou la DRH de l'entité à défaut, mais piloté quand même au niveau de la DRH zone, plus une validation systématique au niveau de la direction de la sûreté. Donc moi, j'ai validé l'ensemble des déplacements en fait de toutes les familles d'expatriés pendant toute la période de travel ban qui s'est étalée de mars 2020 à tout début août 2021. Très bien. Philippe, quant à nous, j'imagine qu'on a eu de nombreuses questions d'expatriés, notamment sur les équivalences de vaccins. Est-ce que ça continue toujours d'être quelque chose qu'on nous demande beaucoup? Oui, absolument. Tout à fait. On a besoin. Les personnes qui bougent souhaitent tirer parti de leur vaccination pour pouvoir accéder à des territoires nouveaux. Je dirais l'enjeu de la vaccination, il est presque plus politique que médical, puisque c'est la prérogative de chaque État de reconnaître les vaccins qui sont appropriés et sont autorisés sur le propre territoire, non seulement pour les personnes qui y vivent, mais également pour les personnes qui y voyagent. Donc aujourd'hui, la position de la France est très simple. Les vaccins qui sont autorisés sont ceux approuvés par l'Agence européenne du médicament. Et donc, à partir du moment où on n'est pas vacciné par l'un de ces 4 vaccins, eh bien, on est considéré comme non vacciné. Alors même s'il y a eu des effets, en tout cas des annonces qui ont été faites vis-à-vis de la possibilité de reconnaître des vaccins autorisés par l'Organisation mondiale de la santé, à partir desquels une seule injection de rappel avec un vaccin ARN messager permettrait d'obtenir un pass sanitaire, aujourd'hui, il ne nous semble pas que ce dispositif soit encore complètement en œuvre, même s'il a été annoncé, ce qui permettrait de faciliter l'accès à d'autres personnes vaccinées avec d'autres vaccins. Donc aujourd'hui, je dirais, l'enjeu, et pour reprendre ce que je disais précédemment, c'est véritablement d'avoir accès à cette dernière information qui change énormément, qui est assez volatile, d'un pays à un autre, pouvoir déterminer en effet quels sont les vaccins reconnus, et sur la base de cette vaccination, quelles sont les conditions d'accès sur ce territoire. Est-ce en se faisant de nouveau vacciner avec un vaccin approuvé, ou est-ce en obtenant une équivalence, ou tout simplement, pour le temps d'un voyage, eh bien, en se faisant tester de manière régulière pour être considéré comme non à risque et autorisé à entrer sur le territoire. Donc,
tout ceci fait partie des informations à obtenir avant de partir, sachant que parfois la décision peut dépendre de la durée du déplacement. Partir pour quelques jours et en acceptant de se faire tester régulièrement est plus acceptable que de partir en expatriation et maintenir ce schéma de protection. Merci beaucoup, Philippe. Je me permets juste un petit peu de revenir en arrière. Ludovic, vous avez parlé justement de notion de voyage essentiel, de business critical. Comment vous avez défini cette notion finalement chez L'Oréal? C'est une question qu'on a eue dans la préparation de cette séance. Alors, il y a eu 2 périodes. Pendant toute la période de travel ban, sur tout ce qui était business trip, c'est vraiment les membres du COMEX qui ont défini et qui ont validé le caractère impérieux et essentiel du déplacement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'essentiel, bon déjà, ça a été une volumétrie très très faible. Pour l'essentiel, on a accordé des dérogations pour certaines catégories de collaborateurs qui devaient se déplacer pour apporter une assistance technique sur des sites industriels ou des centrales de distribution, puisqu'on a eu l'opportunité de pouvoir garder nos sites industriels ouverts pendant quasiment toute la période de pandémie, puisque dès le premier trimestre de la crise, on a un peu transformé, je dirais, nos usines pour pouvoir produire du gel hydroalcoolique, et on en a produit des dizaines de millions d'unités qu'on a distribuées. Donc, on a gardé une activité industrielle assez élevée. Et dans ce cadre-là, on avait besoin d'envoyer des collaborateurs dans certains pays et dans certaines usines pour apporter une assistance technique. Ça a été très, très limité, mais ça faisait l'objet de dérogations. Et puis après, toute la population des expatriés, c'était des annual leave. Donc là, on était dans un cadre un peu plus RH, et partout où c'était possible et dans les pays qui le permettaient, d'accorder la possibilité à nos expatriés et leurs familles de pouvoir rentrer chez eux pour prendre quelques congés. Bien, donc de ce que je comprends, sur la question précédente, la question 3, donc aujourd'hui, on peut dire que l'éthos des serres, parce que j'entends dans vos mots que vous parliez d'une époque où il y avait le travel ban, donc dois-je comprendre qu'aujourd'hui, vous avez levé votre travel ban et si oui, voilà, enfin, vous êtes dans la reprise des déplacements? Alors, comme beaucoup d'autres groupes et entreprises, on a assoupli les restrictions de déplacement qui étaient en vigueur à partir du 1er août. On a quand même gardé je dirais un monitoring assez important, puisque c'est vraiment une levée très progressive du travel ban. On a conservé le caractère essentiel des déplacements, mais avec un système de validation et de dérogation plus souple, puisque ce sont les managers qui décident du caractère essentiel des déplacements, mais on est toujours sur cette notion et ce concept de déplacement quand cela est strictement nécessaire et qu'il n'y a pas d'autre alternative. Ce qui explique qu'on a une reprise des déplacements internationaux qui est quand même assez timide et qui est quand même assez faible. Donc c'est vraiment dans un cadre qui est quand même assez suivi et toujours absolue nécessité quand on ne peut pas faire autrement. Merci. Vous avez donc répondu à la question d'après sur le fait que est-ce que vous constatez une reprise? Moi, je poserais du coup peut-être une question puisque c'est le titre de la session, sur la confiance des voyageurs. Est-ce que vous sentez que les voyageurs sont inquiets, que c'est eux justement qui ne demandent pas à plus voyager, ou au contraire, c'est plutôt, l'allègement et se fait pas, est-ce que là, c'est aussi parce que les voyageurs ont moins confiance et sont plus inquiets? On n'a pas vraiment eu de demande massive de déplacement à l'international. On a, comme toujours, des demandes assez fortes des équipes qu'on appelle chez nous les nouveaux marchés, c'est-à-dire les commerciaux qui vont prospecter, qui vont essayer d'aller chercher des parts de marché. Donc c'est vraiment un contexte très particulier, très spécifique, mais on ne peut pas dire qu'on a aujourd'hui une demande très forte pour se déplacer à l'international. On a une reprise des déplacements en Europe, ça c'est clair. Où là, il y a beaucoup moins d'hésitation de la part de nos collaborateurs à planifier des déplacements et à voyager. Par contre, les flux intra-zones n'ont pas vraiment repris. Alors là, on a tous vu que les États-Unis qui viennent d'assouplir leurs conditions de déplacement, mais on est encore, comme vous le mentionniez tout à l'heure,
dans un contexte où les situations sont vraiment disparates et contrastées d'une zone à l'autre, et il y a encore pas mal de zones dans lesquelles les déplacements restent compliqués. Donc, les critères d'approbation, comme on en a discuté, aujourd'hui, c'est le business et c'est le manager qui autorise. La direction sûreté est consultée ou elle est consultée que pour des raisons, j'ai envie de dire, de sécurité et de niveau de risque sécuritaire? Alors nous, on est revenu en fait dans notre rôle initial de validation uniquement de déplacement uniquement dans les pays qui sont considérés comme étant à risque. Donc on a repris notre risque rating des pays dans le monde entier. On va avoir 192 pays qu'on évalue. Et à partir de ce risque rating, finalement, on vient valider ou pas le déplacement. Donc les pays orange sont soumis à validation sûreté, comme ça a été le cas en fait depuis ces dernières années hors période de travel ban. Et puis pour le reste, c'est vraiment les managers qui vont valider le caractère essentiel des déplacements. Très bien. Vous avez fait la transition sur ma question d'après. Et donc, du coup, là, en prenant peut-être un petit peu plus de recul sur le rôle qu'a pu jouer la fonction sûreté au sein du Covid, est-ce que pour vous, elle a clairement changé votre position au sein de l'entreprise? Et est-ce que, justement, maintenant, comme vous le disiez, vous reprenez d'une certaine manière une activité, sans le dire de manière triviale, mais business as usual, quoi, où vous reprenez votre casquette 100% sûreté? Alors c'est un peu les deux parce que au début de la crise, on a joué, et pendant toute la crise en fait, on a joué un rôle de coordination au sein du groupe, puisque on a créé un comité de gestion de crise, et puis on a mis autour de la table toutes les fonctions corporate qui devaient être associées, donc que ce soit la DRH, la médecine du travail, la mobilité internationale pour la gestion des expatriés, évidemment le département communication, la sûreté, la sécurité. Et donc ce rôle de coordination, d'animation, on l'a vraiment joué pendant toute la crise. Maintenant, on est sur une fréquence de réunion qui est un peu plus faible parce que ça se justifie moins. On a gardé quand même ce positionnement de coordination au sein du groupe. Et puis, de façon très opérationnelle, comme je viens de le dire sur les déplacements, on a repris vraiment notre fonction de validation uniquement dans le cas de déplacements dans des pays un peu compliqués, avec un accompagnement souvent sûreté sur place. Merci beaucoup. Et enfin, quel serait un commentaire, quelque chose que vous aimeriez partager avec l'auditoire? En fait, nous, on a vraiment senti vraiment le fruit du travail qu'on a effectué un peu en back-office ces dernières années sur toute la partie exhaustivité du tracking. Ça nous a servi vraiment beaucoup, surtout au début de la crise, quand il a fallu piloter finement des travel bans, pays, zones, puis ensuite monde. On a travaillé pendant pas mal d'années sur la fiabilité des données de contact de nos collaborateurs, l'exhaustivité aussi des PNR à remonter dans le tracking avec tout notre réseau d'agences de voyage dans le monde. Et ça, ce travail en fait de fourmi et puis de maintenance des données qui n'était pas très visible et qui était un peu du back-office, et finalement a été très utile pendant cette crise. Et aujourd'hui, notre direction générale nous a demandé vraiment de construire un tableau de bord robuste pour le monitoring des déplacements, à la fois en volumétrie, mais aussi en qualitatif, je dirais, pour identifier les principales routes des déplacements internationaux. Et donc, on a pris un petit peu plus la lumière sur ces processus de travel qui étaient moins visibles, je dirais, avant la crise. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Ludovic. Avant peut-être de passer aux questions, Philippe, tu voulais nous présenter le nouvel ISO qui vient de sortir, hein, l'ISO 3130 sur justement gérer les risques pour l'organisation et ses voyageurs. Merci Cécile. Je ne vais rien présenter. Par contre, je pense que c'est une transition fantastique avec ce que Ludovic vient de partager en termes d'évolution, justement
la dimension supplémentaire que prend l'organisation du voyage et de la mobilité à l'international, il se trouve, à hasard du calendrier, que l'ISO vient de sortir, après de longues années de gestation, la norme 31030. Il y a une erreur dans le titre, 31030. Pourquoi 31030? Parce qu'elle appartient à la famille des normes 31000 qui sont les normes de management du risque. Il manquait cette management du risque pour l'organisation des voyages et des voyageurs. Donc l'objectif, comme toute norme, évidemment, c'est de donner des références et de la structure pour toute politique de mobilité et le management de cette politique en termes d'élaboration, de suivi, de ressources, de moyens, de visibilité à travers des indicateurs bien connus. Donc, je pense que c'est l'opportunité, voilà, si on veut tirer les fruits de cette crise du Covid, et bien de s'approprier cette nouvelle norme et de voir en effet comment, sur la base de des leçons tirées de la pandémie, incorporer ces recommandations dans une version 2 des politiques de mobilité internationale des grands groupes que vous représentez. Merci beaucoup, Philippe. Donc, avant de passer aux questions de l'auditeur, moi j'en ai une. Philippe, est-ce que on a des risques, enfin, est-ce que une 5e vague, c'est quelque chose de crédible, hein? 5e ou 4e, selon si je t'ai bien écouté tout à l'heure. Il y aura peut-être d'autres vagues. En réalité, le virus continue à circuler. C'est vrai qu'on n'a que 230 millions de cas officiellement répertoriés, hein, à l'échelle de la planète, c'est peu. Donc ça veut dire que la possibilité pour le virus de circuler est encore immense. Je crois qu'il y a dans certains territoires très peu vaccinés. Alors même si on a franchi la barre des 6 milliards de doses de vaccins injectés il y a quelques jours, on est encore très loin du compte pour avoir une couverture vaccinale la plus élevée possible qui, dans ce cas-là, empêchera le virus de se propager le plus possible. Donc, on l'a compris, hein, c'est l'histoire des pandémies, d'avancer par vague ou par épisode de transmission plus élevé par rapport à d'autres. Donc, il est tout à fait possible que l'on observe dans certains pays ou certains territoires d'autres pics de transmission à l'avenir, le temps qu'en effet, comme je faisais référence tout à l'heure, la couverture vaccinale n'écrète ces pics ou n'empêche le nombre de cas de se traduire en hospitalisation ou en décès. Donc oui, on peut tout à fait s'y attendre dans certains pays. Donc, on avait une question sur les motifs impérieux dans certaines zones, mais donc, Ludovic, vous y avez déjà en partie répondu, hein, en disant que c'est une décision interne de chaque entreprise qui détermine qu'est-ce qui est business critical. Donc, vous nous l'avez dit, c'est à la fois c'était ça pour vos voyageurs d'affaires, mais pour vos expatriés, la notion était différente puisqu'il s'agissait tout simplement de respect des vagues, enfin des congés annuels faits. Philippe, toi, au niveau médical, comment tu verrais cette notion justement de voyage essentiel? Comme il faisait référence Ludovic, la décision est d'abord une décision du management et de l'entreprise. Considérer quels sont les critères à partir desquels un déplacement doit être impérieux et sur quelle base. Je pense qu'aujourd'hui, il faut en effet peut-être intégrer dans cette dimension une notion de profil sécurité et profil sanitaire, en tenant compte du fait qu'on ne peut certainement pas envoyer n'importe qui, n'importe où, en particulier avec la réglementation relative au vaccin, pour que cette personne expose sa santé dans une destination dans laquelle les risques sont encore trop élevés. Donc, je pense que ça doit rentrer dans les critères de décision, mais c'est, je dirais, la première étape de décision en disant si la personne est relativement apte à voyager et que son profil de risque n'est pas supérieur en se rendant dans ce pays, et la deuxième et dernière couche de validation, c'est justement de décider que ce déplacement est impérieux ou absolument nécessaire pour les opérations. Bien. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Je m'adresse à l'auditoire. Avez-vous d'autres questions? Sentez-vous libre de les poser dans le chat et on y répondra volontiers. Sinon, je vais remercier nos
nos invités. Merci pour ces échanges clairs. Merci pour votre partage d'expérience, Ludovic, notamment sur ce qu'a mis en place L'Oréal. Merci, Philippe, pour cette vue claire de savoir où on en est. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 28 septembre à 11 h, sur la deuxième séance de ce cycle de conférences, où nous aborderons comment les solutions digitales accompagnent l'organisation et le suivi de vos déplacements. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.